Bonjour, bienvenue à cette masterclass des trophées de l'édition 2023 de Livre Hebdo. Alors pendant 2 heures de table ronde, on va échanger sur les métiers de l'édition et recueillir le témoignage des lauréats 2023. Cette première table ronde, j'accueille d'une part Martin Dehalleux des éditions Martin Dehalleux qui a reçu le trophée de la conception artistique. Et Sophie Blin, directrice des Doigts qui rêvent, qui a reçu le trophée de l'engagement solidaire et devait être aussi parmi nous les éditions Siméo, qui malheureusement n'ont pas pu être là, qui avaient le trophée de la fabrication. Et j'ai envie de dire, entre la conception artistique et la fabrication, on sait bien que les deux sont très liés. Alors, les questions qu'on va se poser, évidemment, c'est comment sublimer un texte, comment gérer la prise de risque inhérente à la fabrication d'une œuvre d'exception, et puis aussi des questions liées au développement durable, à l'engagement solidaire, et comment se saisir des enjeux de la RSE dans l'édition qui, j'ai envie de dire avec l'inflation, sont les deux grandes questions de l'édition aujourd'hui. Pour commencer cette table ronde, je vais vous proposer de vous présenter et de présenter un peu vos maisons. On va commencer par vous, Sophie Blin. Donc, dites-moi un peu plus sur Les Doigts qui rêvent et non qui libèrent. Bonjour. Les Doigts qui rêvent est une maison d'édition associative qui édite depuis une trentaine d'années des albums tactiles pour les illustrer pour les enfants déficients visuels. Donc dans chaque album, il y a le texte à lire en braille, en gros caractères et les illustrations tactiles à manipuler. Comment est née cette envie de créer une maison sur un segment très, très particulier ? La maison a été fondée par un enseignant qui a été un moment en charge d'une classe avec des enfants déficients visuels. Il devait leur apprendre à lire, mais en fait, il n'y avait pas de livre vraiment adapté pour les enfants. Et c'était des enfants qui avaient 6 ans et qui découvraient que l'écrit existait et que le braille existait. Donc l'idée, c'était de concevoir des albums jeunesse pour qu'ils puissent s'immerger en fait dans la littérature comme tous les autres enfants et découvrir que l'écrit existe. Donc voilà, il y a eu un premier album qui s'appelle Au pays d'Amandine Din Din, co-conçu avec l'Association nationale des parents d'enfants aveugles. Et c'est comme ça que le projet s'est lancé avec les deux grandes difficultés. Un, c'est la conception. Comment est-ce qu'on conçoit une illustration pour un enfant aveugle qui n'a jamais vu, qui n'a pas les mêmes référents visuels que d'autres enfants. Et puis après, comment le fabriquer. Donc là, on est sur des fabrications complexes, tout est fait à la main. Et donc ça veut dire qu'avant l'apparition de votre maison, il fallait passer directement de aucune notion de l'écrit, j'ai envie de dire, à je lis 100 ans de solitude en braille. En effet, les enfants voyants sont entourés de lettres. Ils prennent le métro, ils prennent leur petit déjeuner. Il y a des lettres qui sont partout. Et même quand on leur lit un album, même si eux vont regarder les illustrations, ils voient ces signes sur les côtés. Un enfant aveugle ne va jamais tomber sur du braille par hasard. Donc c'est vrai qu'il faut lui donner conscience de l'écrit. Et en plus, un enfant aveugle ne voit même pas ses parents lire. Souvent, c'est une activité silencieuse. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a toutes ces notions qui ne sont jamais transmises par incidence. Et c'est très important, même si les enfants ne savent pas encore lire, qu'ils puissent toucher du braille. Et puis bien sûr, rentrer dans cette notion de lecture-plaisir autour d'albums qui sont adaptés à leur mode de représentation. Merci. Donc, je vais vous présenter Martin Dehalleux. Finalement, quand même, lecture plaisir, il y a quand même des choses en commun, même si parfois il faut faire des ponts un peu compliqués. Mais présentez-moi très brièvement votre maison, comment vous en êtes venu à être éditeur d'art. La maison d'édition a 5 ans maintenant. Je l'ai lancée à partir d'un premier grand ouvrage qui est dédié à un graveur qui s'appelait France Mazerel, très peu connu du grand public. Et voilà, mon plaisir, c'est de faire découvrir au public le plus large des œuvres que moi je considère majeures en fait. Voilà. Et donc avec à la fois des livres d'art et de la bande dessinée, du roman graphique. Et là, vous avez reçu ce trophée de la conception artistique pour un livre sur Stéphane Mandelbaum, que moi je ne connaissais pas, je vous l'avoue. Et je vais vous demander de dire un peu qui est Stéphane Mandelbaum. C'est donc un artiste, je crois, un artiste belge, mort à 25 ans. Il ne fait même pas partie du club des 27 parce qu'il était mort avant. Donc dites-moi un peu qui est cette météorite de l'art contemporain, j'ai envie de dire.
Ah oui, c'est vraiment une météorite, hein. Il aurait aujourd'hui une soixantaine d'années, hein. Donc il est mort très jeune. Il a fait une œuvre sur une dizaine d'années, entre 15 et 25 ans, et fulgurant, très lié à son histoire et sa culture juive. Et je pense que c'est une sorte de, comment dire, de fugitif comment dire, un des derniers fugitifs dans l'art du traumatisme de la Shoah. Et ça a sauté, disons, la génération de ses parents pour arriver chez lui, et il a dû se dépêtrer de ça. Et ça donne une œuvre marquante, vraiment tout à fait saisissante. Quand on voit son œuvre, on pense au graffiti, on pense à Basquiat, on pense, c'est un peu le chaînon manquant finalement entre une histoire de l'art européenne et l'explosion graphique des années 80. Oui, il est dans son temps, clairement. Il est dans son temps, hein. Il y a certaines œuvres avec des punks. Et en même temps, il est pétri d'une culture des expressionnistes allemands des années 30. Il savait exactement ce qu'il dessinait. On le rapproche des fois de l'art brut, mais pas du tout. Il avait une très très grande culture. Voilà, c'est vraiment quelque chose à découvrir, parce qu'on a un univers complet en fait sur 10 ans d'une œuvre qui émerge. S'il n'avait pas été tué, parce qu'il est mort d'une manière dramatique, on ne sait pas ce que ça serait devenu. Mais aujourd'hui, il est quand même considéré comme un des plus grands artistes belges du XXe siècle. Pour toujours essayer de faire des ponts, ce livre, c'était aussi une gageure en termes de fabrication, puisque je me rappelle plus du prix exact, mais vous arrivez à le sortir pour une cinquantaine d'euros, alors que c'est un très gros livre avec des superbes illustrations, avec des détails qui étaient extrêmement difficiles à reproduire. Bah, j'ai envie de vous dire comment vous faites, et je vais le dire de manière très bête, comment vous faites pour faire un livre d'art à 200 euros que vous vendez 50 euros. Oui, bon, il vaut 59 euros et il vaut peut-être 300 euros, effectivement. Là, c'est plus comme une production d'un film, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a dû trouver des mécènes, trouver des budgets, des gens qui nous ont aidés. Et voilà, on a pris quelques mois et on a eu la chance que des grands amateurs d'art, sachant qu'on allait faire cette monographie très imposante, hein, sur pratiquement 500 pages sur Stéphane Mandelbaum, nous ont dit, au vu de votre projet, combien vous voulez que je vous donne pour vous aider. Donc voilà, une quinzaine de mécènes nous ont aidés en France, en Suisse et en Belgique. Et donc on a pu démarrer ce projet en pouvant faire vraiment au maximum de la qualité auquel on voulait aller arriver, hein. Sophie Blin, j'imagine que vous me voyez venir avec ces histoires de production. Vous aussi, vous êtes face à des gageurs, puisque quand on est dans l'édition, on vous dit, ah bah voilà, voilà le papier, voilà, il y a l'encre. Et puis vous dites, ah bah non, le papier et l'encre, c'est très bien, hein, c'est un début. Mais les livres que je veux faire, le public auquel je m'adresse, il y a 1000 complications, 1000 raffinements autres qui vont faire qu'on va pouvoir faire le livre qu'on veut faire, et pas se contenter d'aller voir n'importe quel fabricant et de lui dire, n'importe quel imprimeur, et de lui dire, bon, allez-y, voilà, c'est un livre. Alors comment on fait pour contenir les coûts, pour faire des choses innovantes, alors qu'on est face à des livres du troisième type. En effet, dès lors qu'on publie des livres avec du braille, il y a déjà la question de la fabrication du braille. Donc il y a plusieurs techniques. Soit on va embosser le papier, on va faire des trous par-dessous, enfin des bosses par-dessous, ou bien on va apporter de la résine. Donc on est sans arrêt confronté à des problèmes de fabrication. Avant les coûts, c'est d'abord les problèmes de fabrication, parce que même si on demande à quelqu'un, voilà, on veut ce résultat-là, et on lui dit n'importe quel prix conviendra, même là, c'est difficile d'obtenir une qualité sur toute une production qui est de 200, voire 300, parfois 500 exemplaires. Donc oui, d'abord des problèmes de fabrication avant des problèmes de coûts, parce que les coûts, en effet, c'est l'autre versant de mon métier, c'est de chercher sans arrêt de l'argent pour réaliser des livres qui, en effet, coûtent 200. Souvent, le prix unitaire d'un livre des Doigts qui rêvent, le coût de revient, c'est 200 euros. Et avec les financements, on arrive à descendre à 80, parfois 70 euros. Et pour les familles adhérentes, on arrive encore à descendre à 25 euros pour qu'ils puissent acheter des livres au même prix qu'un album classique. Donc oui, la fabrication, c'est notre difficulté de tous les jours. Imprimer sur un papier d'un certain format, il faut le découper. Il y a X manipulations, beaucoup plus que chez un éditeur classique, qui envoie ses fichiers chez l'imprimeur et puis qui reçoit chez son diffuseur-distributeur les livres déjà filmés. Voilà, tout est fait
par des prestataires, des imprimeurs, des sérigraphes, des relieurs, mais aussi beaucoup en interne. On a un atelier qui embauche 6 personnes en permanence. Et quelle est la part dans votre travail consacrée finalement à trouver du financement et rendre les choses possibles, et la part consacrée à faire des livres? Est-ce qu'on fait la différence d'ailleurs? Peut-être que on passe de l'un à l'autre en permanence et on ne se pose pas la question. Non, c'est vrai qu'on est une équipe de 12 salariés, donc moi je passe peut-être 20%, 30% de mon temps à chercher de l'argent, et après moi je travaille sur des projets innovants comme celui qui est lauréat du prix de l'engagement solidaire, et puis j'ai d'autres collègues qui vont travailler que sur la conception des illustrations tactiles, des maquettes et de la fabrication. Donc on est voilà, on est un certain nombre, donc c'est vrai que c'est pas les mêmes personnes qui font l'un et qui font l'autre. Et donc oui, il y a la partie, vous avez parlé de la partie du braille qui est déjà une question assez complexe, mais il y a aussi la partie tactile. Il faut du feutre, de la laine, que sais-je encore. Ça, c'est aussi. Est-ce qu'il y a des spécialistes de ça, des gens avec qui on peut travailler, qui savent comment on fait, ou est-ce que vous avez été obligé de construire toute la chaîne finalement sur l'édition en feutre? J'ai envie de dire, bon, c'est un peu facile, mais. Alors non, il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc on a inventé comment concevoir des illustrations tactiles pour des enfants qui n'ont jamais vu. On cherche toujours à avoir des textures très variées à l'intérieur d'un même livre et d'un livre à l'autre. Voilà, comment on utilise quelle matière on va utiliser pour représenter de l'eau par exemple. Ou bien certains animaux. Comment représenter, par exemple, dans une histoire, un lapin et un ours, parce qu'on pourrait mettre des morceaux de fourrure, mais les morceaux de fourrure se ressembleraient quasiment, donc il faut trouver d'autres éléments distinctifs. Donc on est toujours dans de l'innovation autour des illustrations tactiles, et bientôt depuis 30 ans. Et on continue toujours à progresser, et on travaille avec des partenaires européens pour se poser toutes ces questions et avancer ensemble. Effectivement, bon, comme vous avez vu, j'essaye de faire de très larges ponts. Donc, j'ai envie de vous poser la même question de départ, même si la réponse sera forcément différente. Combien de temps on consacre à faire un livre, et combien de temps on consacre à trouver le financement et rendre possible les choses à partir du moment où on n'est pas dans l'évidence de « Ah tiens, si je refaisais un livre sur Warhol ». Oui, bien sûr. Je pense que tout éditeur se pose cette question. Très vite, on a un compte d'exploitation d'un projet, et sur le compte d'exploitation, on voit si ça passe ou si ça passe pas. Dans les très gros projets, les gros projets qui sont très ambitieux, effectivement, ça passe pas, en fait. Ça passe jamais. Et donc, dans les conditions, il y a un certain nombre de temps qu'on va passer à trouver de l'argent. C'est intéressant aussi, parce que trouver de l'argent, c'est préciser exactement quel est ce livre et pourquoi on fait ce livre. Et quel est l'intérêt de faire ce livre, et pourquoi ça vaut la peine finalement qu'il soit subventionné. Que ce soit par des subventions publiques ou par des mécènes privés, ils ont une exigence en fait de qualité en disant oui, vous venez nous demander de l'argent, mais quel est l'intérêt de ce livre? Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Pourquoi est-il si unique pour qu'on puisse le faire finalement à perte? Et donc, ça demande une certaine exigence dans la conception du livre aussi. Est-ce que c'est une complication, le fait que Stéphane Mandenbaum soit belge et vous êtes un éditeur français? Est-ce que c'est compliqué parce que, je caricature peut-être un peu, mais le ministère de la Culture français va vous dire allez donc voir le ministère de la Culture belge, qui va vous dire oui, mais vous êtes un éditeur français. Est-ce que les projets internationaux sont encore plus compliqués à monter? Bon, pour Stéphane Mandelbaum, nous n'avons pas eu d'aide publique, sauf une aide d'un musée allemand. Donc, vous voyez... Comme quoi, oui. Donc, non. L'art est au minimum européen, c'est déjà ça. Voilà, non, il n'y a pas de... Enfin, moi, je n'ai pas été confronté à ça. Les aides sont selon la qualité du projet. Alors, effectivement, pour les aides à la traduction, à ce moment-là, c'est très, très lié au pays d'où vient la langue, mais sinon, non, pas forcément. Et j'avais une autre question à vous poser. Finalement, on a parlé de fabrication de livres, mais il y a aussi la question aujourd'hui du multimédia. Est-ce que, c'est très naïf comme question, mais est-ce que pour les aveugles et les déficients visuels, on peut envisager des choses aussi sous forme multimédia, ou est-ce qu'il faut revenir à l'objet livre indéfiniment Indéfiniment, le mot est peut-être mal choisi. On aime bien revenir à l'objet livre indéfiniment. Alors,
Pour les enfants, c'est vrai qu'on va beaucoup être sur le papier, les illustrations tactiles, le braille tactile. Et après, ça va être comme tous les publics. L'idéal, c'est d'avoir le choix, de pouvoir lire en papier ou de lire en numérique. Après, il y a une particularité pour les publics en situation de handicap. Parfois, si le numérique n'existe pas, il n'y a pas d'accès du tout. Donc le numérique est vraiment la voie royale de l'accessibilité. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces réformes en cours avec la directive européenne de l'accessibilité pour les éditeurs. Donc voilà, ils sont amenés à se poser toutes ces questions nouvelles avec des EPUB 3 accessibles, nativement accessibles. Donc voilà, c'est comme pour tous les publics. C'est vrai qu'en tant que voyant, on a envie de lire parfois en numérique, parfois en papier. C'est vrai que c'est important que pour les autres publics, ça puisse être la même chose. Donc ils ont les deux, ils peuvent faire les deux. Il existe du braille dit éphémère. On peut lire un livre numérique et le lire en braille sur une plage braille. Donc voilà, il y a plein d'outils qui permettent l'accessibilité du livre et de l'écrit pour les publics en situation de handicap. Donc que ce soit pour des publics aveugles, mais grâce à un EPUB accessible, ça va aussi faciliter l'accès pour des publics ayant une déficience cognitive, par exemple. Il y a une différence dans le numérique entre juste rendre l'accès possible techniquement, ou bien parfois, comme pour Émile une chauve-souris, le livre dont je suis venue, le livre qui a fait l'objet du trophée, on a réalisé des contenus accessibles à l'intérieur du livre numérique. Donc c'est un livre dans lequel l'enfant peut paramétrer l'apparence du texte, mais aussi des illustrations. Donc là, le numérique apporte quelque chose que le papier ne peut pas apporter. Et est-ce que vous avez des échanges avec ce que je vais appeler très rapidement l'édition commerciale? Est-ce qu'il y a des éditeurs qui viennent vous voir pour échanger sur votre expérience, ou ils vous disent bon bah votre cible elle est trop pointue, faites ça en associatif et nous on fait nos trucs de notre côté? Alors pour ce projet de livre numérique illustré accessible, on est allé le présenter déjà aux assises du livre numérique en espérant essaimer donner, parce que c'est vrai que nous on va faire un livre, peut-être 4 livres dans l'année, mais ça va pas être suffisant pour tous les publics malvoyants. Donc notre objectif c'est d'essaimer, c'est de transmettre en fait, donner des impulsions, donner des idées. Donc on le souhaite. Donc le premier titre vient de sortir, donc on espère réussir à transmettre ce savoir. Et puis auprès des éditeurs, on va dire, plus classiques. Et puis ce projet fait aussi l'objet d'un projet européen Erasmus+, en Lituanie, en Autriche, en Italie et en France. Et ça fait partie de la finalité que de former les éditeurs ordinaires à ces questions d'accessibilité autour de l'image. Moi, je les appelle commerciaux, vous les appelez ordinaires. Bon, les vrais éditeurs, on les salue. Oui, écoutez, c'est quand même une note positive, cette idée que l'Europe j'allais dire se met sur le coup. Peut-être que c'est pas la meilleure expression, mais enfin, en tout cas, est sensible à vos problématiques. Oui, l'Europe est venue, c'est vrai, imposer en fait l'accessibilité aux éditeurs. Donc la transposition de cette directive européenne vient tout juste d'être faite. Et à partir de 2025, dès lors qu'un éditeur fera paraître un livre numérique, un EPUB 3, ce livre devra être accessible, répondre aux standards de l'accessibilité. Ce sont des standards internationaux. Donc vous allez devenir un peu jugé partie des standards parce que vous les connaissez mieux et on va vous demander votre avis. Alors, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus pointus que nous autour de l'accessibilité, autour du texte. Il n'y aura pas, dans ces dispositions européennes, il n'y a rien autour de l'illustration en tant que telle. Il y a bien sûr rendre le texte... Il y a l'obligation d'avoir une description des illustrations, de rendre les illustrations accessibles à travers du texte. Nous, c'est pas à travers du texte, on retravaille les images. Donc voilà, c'est un travail plus poussé qui ne va pas être obligatoire. Bon, et là, je vais avoir du mal à faire des ponts, mais je vais essayer de finir néanmoins encore sur une note positive. Stéphane Mandelbaum, suite à ce livre, va être mieux connu à travers l'Europe, par des expositions, par la presse, donc racontez-nous un peu la success story, Stéphane Mandelbaum, à l'origine de laquelle vous êtes. Bon, oui, enfin... le success story un peu fort. Oui, c'est un peu redécouverte, si vous préférez. Je sens votre modestie. C'est vrai que ça fait très plaisir que, en fait, au fur et à mesure que nous avons en fait fait ce livre, de nouvelles œuvres ont été découvertes aussi à l'occasion en fait de la parution du livre. On a fait des découvertes qu'on a pu publier. Et effectivement, il y a une sorte de mouvement qui se fait autour de Stéphane Mandelbaum avec une grande exposition au musée d'art moderne de Francfort sur 1500 mètres carrés. Donc c'est une très grande exposition.
Il y avait déjà eu une exposition au Centre Pompidou à Paris, mais qui était plus modeste et d'ailleurs magnifique, hein. Et puis, ils sont prévus 2 grandes expositions, l'une à New York au Drawing Center et l'une au musée Reina Sofia où il y a Guernica à Madrid. Et effectivement, c'est une reconnaissance pour cette œuvre, c'est formidable, hein. Ça, c'est très formidable. Et moi, je suis ravi d'avoir joué mon rôle d'éditeur, d'avoir été, j'espère, dans l'air du temps, et que finalement, ben voilà, le Mandelbaum, Stéphane Mandelbaum, aujourd'hui correspond aussi à ce que les gens ont envie de découvrir, en fait, hein. C'est aussi le métier de l'éditeur, ça. Oui, parce que quand vous avez lancé le projet, j'imagine, il y a 2 ou 3 ans, vous ne saviez pas que quand votre livre sortirait, il y aurait l'expo Basquiat-Warhol, le retour de Bret Easton Ellis, enfin, 1000 choses qui font qu'un un illustrateur, un peintre, un artiste des années 80 est complètement dans la tendance du moment. C'est aussi ça le travail d'éditeur, c'est qu'on est obligé d'être très en amont. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis l'accompagnement par la presse aussi a été très important, et ça, c'est aussi été une très très bonne surprise. D'ailleurs, il y a eu le premier article est paru dans Livre Hebdo. Et oui, c'est très important pour un éditeur qu'une fois que le livre est sorti, ben, il faut l'accompagner. Et si par hasard l'accompagnement se fait par d'autres choses qui ne sont pas prévues, hein, toutes ces expositions-là n'étaient pas prévues, ben, formidable, formidable. Ben, merci beaucoup, merci Martin Dehalleux, merci Sophie Blin. On se retrouve dans quelques minutes pour une table ronde sur le numérique, l'audio et l'audiovisuel. Merci.